Bonjour, c'est Christelle Cronier. Vous n'avez pas pu louper la comédienne Estelle Meyer dans la série 10%. Elle va nous expliquer comment niquer la fatalité qui touche les femmes. Bonjour Estelle. Bonjour Christelle. Estelle, quelles sont selon vous les injonctions en fait qu'on peut avoir en tant que femme, qui sont finalement transmises par la famille, par la société, qui fait que finalement on dit qu'on fait partie d'un groupe social uniforme qu'on appelle les femmes. Je pense que une des premières injonctions, en tout cas moi c'est celle que j'ai beaucoup entendue ou sentie depuis que je suis enfant, et en ouvrant les yeux sur ce grand thème de ce continent-là, femme, qui est aussi vaste que les étoiles ou les fleurs, aussi diverses que les planètes. Enfin, il y en a autant de femmes que ce mot femme. J'ai l'impression que c'était de pas prendre trop de place, de pas faire trop de bruit, de pas être trop ci ou trop ça, trop brillante, trop fort, trop gueulée, trop insolente, d'avoir quelque chose qui tenait même de croiser les jambes, de prendre une place modérée, je dirais, de prendre une place modérée, je sais pas, je pense tout de suite à certaines traditions où la femme elle a la moitié de l'héritage. Je pense à certaines traditions, par exemple ma propre grand-mère qui était une femme brillante, intellectuelle, qui avait fait des études. La première chose qu'elle a dite quand ma mère est née, c'était sa première enfant, après des heures de poussée, de fatigue, de sang, l'arrivée de son petit bébé. À mon grand-père à ses côtés, c'est « t'es pas trop déçu, c'est une fille ». Premier mot d'arrivée sur la Terre. Et je sais, en me renseignant sur cette question, qu'il manque à peu près 126 millions de femmes, notamment beaucoup en Chine, en Inde, parce que des avortements à la naissance, une sélection quand il y avait l'enfant unique où il fallait choisir d'avoir un garçon plutôt qu'une fille. Donc il manque beaucoup de sœurs sur la Terre au sens physique, en fait, réel. Et quand on pense sur un plan plus symbolique ou artistique, notamment je lis la BD magnifique de Eva Kirloff qui fait une newsletter qui s'appelle La Superbe, sur la place des femmes dans l'art, où les femmes ont pu arriver très très tard aux Beaux-Arts, dans les académies. Elles n'avaient pas le droit d'être exposées, elles n'avaient pas le droit de peindre de nu, donc sous modèle vivant. Souvent elles n'avaient pas d'argent. C'est aussi tout Virginia Woolf, Une chambre à soi, si on n'a pas ni d'espace ni de possibilités matérielles, déjà c'est mort en fait. Comment tu fais pour créer? Et aussi toutes les questions de la charge mentale, de tenir les enfants, d'être à l'intérieur, d'être à la maison, d'être la gardienne du foyer qu'on a parfois valorisé, genre elle fait si bien à manger, ou cette maison est si bien tenue. Enfin, de cloisonner les femmes dans des endroits clos, et donc que l'extérieur soit pour le masculin et l'intérieur pour le féminin. C'est des choses qui forcément réduisent, même au niveau place. Le monde est vaste, une maison est petite. Donc j'ai l'impression que ça va ensemble, cet accordéon, de pas prendre trop de place. Finalement, on cloisonne un petit peu les femmes dans ce que vous dites, dans une position d'infériorité ou alors d'usurpation du masculin. Je pense que c'est un monde en effet qui a été pensé des fois j'ai du mal aussi avec le masculin et le féminin, parce que dès qu'on s'intéresse par exemple au taoïsme, on se rend compte qu'il y a le yin et le yang qui composent tout l'univers, en fait, que nos viscères et nos organes c'est yin et yang, que la nuit a besoin du jour, le soleil de la lune, l'eau du feu, etc. Donc je trouve que c'est un rapport qui est beaucoup plus nuancé au monde, je dirais en effet porté par les hommes et une certaine vision du masculin, ou pour les Jungiens l'animus, l'anima, que c'est des choses très sorties, et qu'on a complètement dévalorisé le féminin, qui allait souvent avec les émotions, comme si c'était quelque chose d'instable, et aussi avec un espèce de paradoxe entre culture et nature, comme si la femme, par son sang, par ses cycles, par ses règles, était hystérique, était indomptable, accouchait, ça faisait peur, et que du coup l'homme était cultivé, lui savait se tenir, pouvait aller dans les assemblées. Même quand vous lisez par exemple Saint Paul dans la Bible, on dit les femmes doivent être voilées et se taire dans les assemblées. Donc c'est comme s'il faut dompter cet animal bizarre qui est le féminin, qui est instable, à qui on peut pas faire confiance, et que les femmes parfois soutiennent aussi, genre les femmes sont pas gentilles entre elles, peuvent dire des choses méchantes, mauvaise langue, c'est des sorcières. Enfin, on a mis tout comme ça des espèces de caractéristiques pour faire peur, pour tenir, et que le référentiel était l'homme blanc, l'homme qui
était dans les assemblées, était celui qui avait la parole, le politique, l'argent, le pouvoir de décision, le pouvoir de conquérir le monde, le pouvoir d'organiser la société. Même, je sais que c'est une anthropologue qui m'avait parlé de ça, que tout est rond dans l'univers. Quand on regarde une planète, un soleil, tout est rond. Et que le fait de faire des choses carrées, une organisation qui serait plus masculine du monde, c'est pour stocker, c'est pour tout de suite déjà dans un rapport capitaliste, tenir le monde engrangé de la matière, du bien, et que déjà c'est une torsion parce que toutes nos pièces actuellement elles sont carrées, donc c'est quelque chose qui tord une rondeur, une plénitude qui serait plus associée au féminin. Finalement, on est encore des femmes dans un monde d'hommes et on opposerait alors le virilisme, on va dire, avec le féminisme. Je pense que on est des hommes et des femmes dans un monde qui a valorisé le masculin, justement, peut-être pour le dire comme ça, et que les hommes et les femmes gagneraient à honorer, comprendre et accueillir leur féminin, justement, qu'on soit homme ou femme, se permettre aussi bien cette réceptivité, cette perméabilité, l'intuition, le nocturne, quelque chose qui est apparemment comme la terre en hiver, qui prépare, qui est yin, qui est caché, qui est à l'intérieur, qui prépare toutes ces graines. Et j'ai l'impression que oui, une des issues peut-être de l'époque, plutôt que d'opposer les hommes et les femmes, c'est de penser à je sais pas, des hermaphrodites, une androgynie réussie, où on honorerait aussi bien notre féminin que notre masculin, qui pourrait enfin danser ensemble, mais déjà à l'intérieur de nous, parce que je pense qu'en tant que femme, on a intégré des gros machos intérieurs, on se juge, on se tire, on respecte souvent pas parfois nos propres cycles, nos propres rythmes, nos propres fragilités, notre propre besoin de repos, d'être à l'intérieur, même le fait que les femmes aient un cycle de 28 jours, qu'elles doivent travailler, comme si on était dans un monde justement uniforme, où il n'y a pas de cycle, où il n'y a pas d'alternance des temps donnés, où on n'est pas pareil quand on a nos règles. C'est un temps, notamment dans beaucoup de civilisations amérindiennes, il y a le moment des tentes rouges, c'est un moment où la femme se replie, c'est un moment où elle ne doit pas être active, c'est un moment où elle doit uniquement soutenir la beauté dans beaucoup de sociétés traditionnelles. Il y a aussi des sociétés qui ont évidemment mis la femme de côté, où la femme est considérée comme impure quand elle a ses règles, mais dans beaucoup de traditions chamaniques, notamment je pense au Colombie, chez les Kogis, le moment où la femme a ses règles, c'est le moment où elle est le plus sacrée, même elle vient pas dans une cérémonie parce qu'elle est trop puissante. C'est un moment où toutes les femmes, quand on sait qu'on vit ensemble, les femmes, on a nos règles en même temps, il y a quelque chose qui se régule. Quand on commence à noter ses cycles, souvent on peut être en même temps que la lune, enfin, c'est pas pour rien que la lune c'est un cycle de 28 jours, comme le féminin, et qu'on associe dans toutes les cultures la femme à la lune. Il y a des parallèles très profonds qu'on a observés. Donc je pense que si hommes et femmes, on respectait nos rythmes, nos ressemblances et nos différences, et en effet ce féminin et ce masculin, j'aime aussi ça chez Jung, l'animus et l'anima, la partie masculine de la femme et la partie féminine de l'homme, je pense que le monde irait beaucoup mieux. C'est ce que vous cherchez à faire passer dans ce que vous dites, sous ma robe, mon cœur. Ouais, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le féminin parce que je pense que je suis arrivée un peu blessée, notamment à l'adolescence ou dans la façon parfois dont j'ai été éduquée, dans la société. Je pense que la société a beaucoup grandi aussi depuis que je suis née, et que c'est une chance d'être femme en ce moment. Je trouve que souvent je le dis à des jeunes filles, mais quelle chance qu'on soit femme en ce moment. Regarde comme les choses bougent, comme ça a bougé là en 40 ans, 50 ans. Je trouve que pour moi c'est un cadeau d'être femme maintenant et d'être homme maintenant, parce que il y a une espèce de table rase, de remise à plat profonde, où il y a vraiment un monde nouveau à inventer, des guérisons profondes qui se font, où il y a des choses violentes, il y a des paroles qui sortent, on se rend compte du sordide commun des abus, de la violence, du sexisme, que le nombre de femmes qui ont eu des problèmes d'attouchement, qui ont connu le drame du viol, le drame de l'inceste, et des hommes aussi d'ailleurs. Mais il y a vraiment quelque chose
pour moi comme si on vomissait, mais justement comme vomir est un gage de santé du corps, il expulse ce qui n'est plus bon pour lui, ce qui le rend malade. Et ces paroles sont comme des chemins vers la santé, parce que on sort ce qui nous empoisonne, ce qui nous rend malade, et il faut pouvoir regarder avec frontalité la blessure qu'on s'est fait depuis si longtemps. Et je pense que les hommes sont aussi blessés parce que c'est des rôles dans lesquels on a été coincés et qui sont si pauvres. Les injonctions à être fort, à pas pleurer, être un homme, un chef de famille, et à tenir, et à se faire si lourd, à être des patriarches, des armoires normandes, et avoir beaucoup trop lourd sur la caboche sans pouvoir exprimer son fragile, sa douleur. Et voilà, je pense que vraiment on est dans un temps de soins qui est violent et lumineux aussi pour moi, parce que on parle, les femmes n'ont jamais pris autant la parole, les artistes femmes, je vois là toutes les sœurs de ma génération qui écrivent, chantent, font des spectacles, des livres, peignent autrement. Vraiment, je sens qu'il y a une révolution profonde, qui est à la fois silencieuse et au monde, mais vraiment je pense qu'il y a un mouvement de société qui est magnifique, qui peut faire peur, parce que comme tout ce qui est inconnu, où ça va, je sais que ça peut faire peur, notamment à certains hommes ou des femmes qui ont trouvé leur place aussi durement achetées au milieu d'un monde d'hommes. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Mais pour moi il est inarrêtable, c'est le bon sens de la vie. Donc j'essaye en effet de le soutenir humblement et ardemment avec mon art, d'écrire des chansons sur les règles, de chanter les règles comme si c'était l'Odyssée d'Homère, enfin, qu'on a le montre qui se refait chaque mois dans ce ventre, la connaissance de la lune dans le ventre, la puissance de nos sexes, de ne plus avoir de honte avec le corps, d'assumer tout ce qu'on est, toutes nos formes, et de prendre enfin justement la place pour guérir aussi le silence trop long, rééquilibrer le monde par cet apport des femmes, du féminin. Comment est-ce qu'on peut devenir libre de son destin et se prendre en main en tant que femme? Je sais que vous avez eu une influence forte de la part de votre mère, Laure Marie. Oui, merci de le relever. C'est beau parce que j'adore votre question, Christelle. Mon prochain spectacle s'appelle Nike la fatalité. Nike en grec, c'est la victoire. C'est une déesse qui est liée à Athéna. Et donc, Nike la fatalité, ce titre à la fois bravache et puissant. Comment justement on nique la fatalité? Comment on se décloisonne, on se déprédestine? C'est un spectacle qui sera un dialogue avec Gisèle Halimi, qui est pour moi une des plus grandes niqueuses de fatalité et qui nous précède, enfin qui est partie il y a seulement 2 ans, et qui est née dans une famille juive tunisienne qu'elle décrit comme pratiquement un culte. Et elle dit que son père n'a pas dit pendant 3 semaines qu'elle était née, le temps de se remettre de cette fatalité terrible, celle d'avoir une fille. Et ensuite, c'est une nana qui à 10 ans fait une grève de la faim pour ne plus avoir à servir ses frères. À 15 ans, fait péter un mariage forcé, trouve des bourses pour pouvoir étudier, et qui devient la plus grande avocate des femmes du XXe siècle, et qui fait qu'on a le droit d'avorter, qui fait que le viol est un crime, parce que juste là c'était coups et blessures, qui s'empare de la question de la décolonisation et de pouvoir à la fois disposer de son corps, qu'on soit femme, et de son pays, qu'on soit peuple, enfin qui mêle les deux luttes, et donc qui est à la pointe de la modernité aujourd'hui et de la question aussi du consentement. Donc moi je dirais, comment on se déprédestine? Je pense qu'il faut lire, il faut écouter, il faut aller dans des cercles de femmes, il faut se rencontrer entre femmes, il faut travailler sur soi, il faut se soigner déjà, il faut pleurer et dire sa colère, il faut soigner ses blessures, il faut enlever à main nue les dards qui nous ont empoisonnés, il faut retrouver sa puissance, il faut danser, il faut chanter, il faut prendre confiance, il faut écrire, il faut lire les femmes, il faut aller voir des femmes, il faut écouter les femmes. Je pense qu'il faut se baigner dans ce continent femme. Il faut lire des ethnologues, des anthropologues. Il faut ouvrir les fenêtres et sentir l'air de ce moment. Travailler sur sa lignée. Libérer les grands-mères coincées dans des caves ou dans des greniers. Faire des psychanalyses, faire des cérémonies. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur le féminin qui sont trop belles aussi aujourd'hui. Moi, j'ai animé aussi plusieurs cercles de femmes, et je sais qu'il y a quelque chose, un processus
qui est très lent, qui est très beau, qui est très doux, aussi vraiment de goûter cette sororité réelle à l'œuvre. On nous a appris justement beaucoup à être concurrentes dans un monde régi par l'homme où il y avait tellement peu de place que celle d'à côté, il fallait l'écraser pour pouvoir exister à côté du soleil. Et qu'on est en train, je pense aussi par le collectif, de se redonner de la force. Et qu'une des guérisons, c'est aussi oui, je t'entends. Oui, je te vois. Oui, je comprends ta peine. J'ai vécu la même chose par des jeux de miroir parce que le cercle crée ça aussi, notamment dans des cercles de femmes où il n'y a pas de chef. On est tous à égalité. Il y a ça dans des maisons de quartier. Moi, j'interviens beaucoup dans une maison de femmes à Ivry où c'est des femmes qui ont pu vivre des choses très difficiles et juste d'écouter, en fait, sans aucun jugement, sans se dire c'est bien, c'est pas bien, juste voilà ce que j'ai vécu, voilà ma douleur, voilà mon rire, voilà ma beauté, voilà comme les choses sont mêlées, peut-être pas que blanche ou noire. Et ton récit, moi, me fait écho à ça. Et moi, voilà ce que j'ai vécu. Et par cette écoute première du récit de l'autre, il y a une consolation parce que déjà tu n'es plus seul. On se rend compte aussi dès qu'on parle des lignées, des grands-mères, des mères, que des viols, des incestes, des mariages forcés, des violences, il y en a dans toutes les familles, des choses dites, des choses tues, des enfants morts, des mères qui ont dû veiller ça, des avortements, des femmes qui sont mortes en couche. Enfin, c'est le lot humain en fait. On a tous les mêmes grands-mères, on a tous les mères, à quelques différences près, culturelles, parfois de classe, parfois d'éducation, parfois de culture, mais à peine en fait. On a vraiment... je pense vraiment que c'est un mouvement de libération, comme quand on est sorti de l'esclavage. Enfin, pour moi, ça équivaut à une telle libération. C'est le dernier cerf à libérer. C'est ce que Gisèle Halimi dit dans sa plaidoirie sur l'avortement, que la femme est le dernier cerf à libérer. Et je pense que ça passe par une guérison aussi de femme à femme. Non, voilà, réinvestir des endroits de parole, de pouvoir et d'écoute. C'est ce que vous dites aussi dans votre chanson à toutes mes sœurs, quand vous dites « Entendez-vous le chant des femmes, entendez-vous gronder nos âmes, nous sommes debout, nous sommes les femmes, nous ne voulons plus de ce monde infâme. » C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'en veut plus et que pour moi, je me sens aussi assez proche du mouvement de l'écoféminisme, d'associer la terre au féminin qui est exploité beaucoup aux intérêts et profits parfois du masculin, et qu'il y a quelque chose à reprendre soin du féminin par le féminin et d'apprendre au masculin à prendre soin du féminin et de son propre féminin. Et je dis aussi réparer notre terre en larmes parce que je trouve qu'il y a, personnellement, il y a trop de douleur. Il faut vraiment, il faut qu'on bifurque. Il y a une urgence qui est aussi bien écologique que féministe. Pour moi, elle est liée. Vous avez été élevé dans un grand respect des cultures du monde et de la nature. Si vous aviez à choisir des muses, alors on a bien compris qu'il y a Gisèle Halimi, mais ouais. Quelles seraient vos autres muses ? Moi, il y a Germaine Tillion aussi que j'aime infiniment, qui était résistante du réseau du Musée de l'Homme, qui a été dénoncée, qui a été au camp de Ravensbrück et qui a composé là-bas une comédie musicale, qui était une des militantes aussi pour que l'Algérie soit indépendante. Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes de lettres, les penseuses. Il y a Marguerite Yourcenar aussi. Qui est par exemple qui écrit aussi bien les mémoires d'Adrien, qui écrit aussi bien sur Phèdre, sur Médée, que sur Marie-Madeleine, sur des figures féminines immenses. Il y a Violeta Parra, cette chanteuse qui a écrit Gracias a la vida, qui a repris ensuite Mercedes Sosa, mais qui était, que j'imagine, pieds nus avec son tambour et parlant de l'amour, de la littérature avec une telle beauté, une telle gratitude, des mains nues et pleines. Il y a Lassa, évidemment, cette chanteuse qui est aussi bien mystique, qui parle de la culpabilité première, comme si on était né coupable, qui met des mots sur cette espèce de culpabilité, ou en effet, quand tu lis la Bible, on est né coupable, c'est à cause de nous que l'homme a fauté, qu'on a goûté cet arbre, qu'on a été chassé du paradis, qu'on a dû enfanter dans la douleur, cette espèce de putain de culpabilité autour
de la sexualité, du corps, pourquoi la femme est considérée toujours comme la tentatrice, celle qui perd et engloutit toutes les détresses, pourquoi on est considéré comme impur. On peut plus ces discours, il y a vraiment une intégrité, une dignité à se rendre déjà à soi-même, et aussi bien quand on est occidental, parce qu'on peut très bien caricaturer les talibans, les femmes en burqa, mais je pense qu'on est toutes encore en cage à des endroits très différents. Mais je pense vraiment qu'il y a des choses, des clés. Il faut retrouver nos clés et faire sortir tous les oiseaux de soi-même, parce qu'il y en a encore énormément, on se rend même pas compte, toutes les couches de millénaires d'intégration de ce discours, de cette façon de penser. C'est très long. Je sais même pas si on aura assez d'une vie pour le faire. On va faire ce qu'on peut et on va essayer de s'aider le plus possible, mais je trouve qu'on revient de loin. Donc il faut s'aider aussi par toutes ces femmes magnifiques. Évidemment Annie Ernaux, la première aussi à parler du viol. Je pense aussi au film Annie Colère. On a vraiment de la chance. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de grandes femmes en modèle. Je veux dire, on n'est pas tout seul. Je trouve que pour une jeune fille qui arrive, on peut lui dire, t'es pas toute seule. Regarde, il y a déjà des grandes belles aînées. Tu peux être épaulée. Ça va aller. Votre devise personnelle, c'est puisque je suis là, autant y être. Donc vous prenez vraiment votre place de femme. Oui, c'est vrai, ça je me dis au début souvent de mes spectacles, mais aussi parce que je trouve qu'on a tout le temps dans ce monde moderne, on est à moitié sur son portable, tiens, j'ai pas oublié d'envoyer ce texto, tu peux vraiment papillonner d'une chose à l'autre, petit cheval rapide, et de se dire, en effet, puisque je suis là, revenir vraiment à la présence, à la communion, c'est aussi quelque chose qui m'est très cher. Comment, dans le théâtre, dans l'art vivant, tu recrées des rituels, de la communion, des espaces de consolation, de guérison. Vraiment, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et souvent, ça passe par, en effet, ok, déjà, est-ce qu'on est vraiment là? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis à côté de la personne qui est à côté de moi? Souvent dans mes concerts aussi, dans mes spectacles, j'aime se faire toucher les gens. Est-ce qu'on peut dire bonjour à votre voisine, à votre voisin? Que le spectacle, tu le vives pas seul, quoi. Que tu sois côte à côte. Merci beaucoup Estelle. Merci. Avec joie. Merci d'aider à donner une belle vision de la femme et de l'humanité, au sens large, on va dire. De tout cœur, merci de la recevoir et tant mieux si ça peut donner de la force à nos frères et sœurs humains avec qui on partage cette mystérieuse traversée de la Terre, et autant qu'on progresse, qu'on s'aide et qu'on s'écoute, qu'on s'entende mieux et qu'on sache s'aimer, qu'on apprenne à s'aimer, parce que je pense que c'est pour toute la vie ça, d'apprendre à s'aimer mieux. Et on va se quitter, si vous voulez bien, sur votre chanson À toutes mes sœurs. Avec joie. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis. Tout sorti d'un ventre, d'un sexe de femme, tout sorti d'un utérus de dame. Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos femmes, yin et yang complément d'âme. Ras-le-bol d'avorter, que des filles, ras-le-bol de cacher ses chevilles. Nous naissons toutes nues et belles, ras-le-bol de croquer la pomme, on sort pas d'une putain de côte de l'homme. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouer, je joue. Nous sommes femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges.
des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouer, je joue, je joue. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.